Sous les champs de tabac du comté de Henriot, en Virginie, reposaient 23 corps. Leur tombe sans marque et leur disparition soigneusement orchestrée par deux frères qui avaient transformé le meurtre en profit. Ce qui avait commencé comme un pari apparemment innocent entre frères, une nuit humide de septembre 1851, allait dévoiler une entreprise criminelle qui avait opéré sans être détectée pendant plus d'une décennie, faisant des victimes dans 3 États et générant suffisamment d'argent ensanglanté pour ériger l'une des plus vastes plantations de tabac du Commonwealth. Les archives du shérif local, restées scellées près de 70 ans, révèlent que Margaret Carmichael n'était pas la première épouse à disparaître du domaine, et qu'elle ne serait pas la dernière à découvrir la terrible vérité sur les affaires familiales de son mari. Des documents judiciaires de Richmond détaillent comment les deux frères avaient perfectionné leur système pour attirer des voyageurs fortunés vers la mort, opérant avec une telle précision qu'aucune disparition n'avait jamais été reliée à Riverside Manor avant que l'enquête de Margaret n'entraîne la fin sanglante de leur règne de terreur. Avant de poursuivre l'histoire de la plantation Carmichael et des secrets mortels enfouis dans sa terre, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires de quel état vous nous écoutez. Nous aimons avoir des nouvelles de notre communauté de passionnés de mystère à travers l'Amérique. L'automne 1851 apporta un froid inhabituel au centre de la Virginie, préparant le terrain pour des événements qui allaient à jamais ternir la réputation de l'une des familles de planteurs de tabac les plus en vue de la région et exposer un schéma de meurtre calculé resté invisible pendant plus de 12 ans. Le comté d'Henrico s'étendait sur des collines ondoyantes ponctuées de maisons de plantation, leurs colonnes blanches brillant au-dessus des champs de feuilles dorées de tabac prêtes à être récoltées. La région avait prospéré durant le boom du tabac des années 1840, les planteurs aisés bâtissant de grands domaines le long de la James River et établissant des routes commerciales reliant le cœur agricole de la Virginie au marché de Richmond, Petersburg et au-delà. L'économie dépendait d'un réseau complexe de marchands itinérants, d'acheteurs de tabac et d'agents financiers circulant régulièrement entre plantations, transportant d'importantes sommes d'argent et menant leurs affaires loin de la surveillance des autorités urbaines. Le domaine Carmichael, connu localement sous le nom de Riverside Manor, s'étendait sur près de 2000 acres le long de la James River, en faisant l'une des plus vastes exploitations de tabac entre Richmond et Petersburg. La maison de maître, haute de 3 étages, était construite en briques locales et en pin de Virginie, avec des vérandas encerclantes captant la brise du fleuve pendant les mois d'été suffocants. D'immenses chênes, dont certains âgés de plus d'un siècle, ombrageaient l'allée circulaire où arrivaient régulièrement des calèches transportant des visiteurs venus de tout le Commonwealth. La maison comptait 12 pièces, dont une bibliothèque au rayonnage garnie de volumes reliés en cuir, une salle à manger formelle pouvant accueillir 16 convives, et 6 chambres décorées de meubles importés de Philadelphie et de Baltimore. L'emplacement de la plantation se révélait stratégiquement parfait pour les desseins des frères. Située le long de l'artère principale reliant Richmond à Petersburg, elle attirait naturellement les voyageurs en quête d'hébergement pour la nuit. La James River offrait un moyen de transport pour les cargaisons de tabac, mais aussi une option commode pour se débarrasser discrètement de ce que les frères préféraient garder à l'écart des regards curieux du voisinage. De denses forêts bordaient 3 côtés de la propriété, garantissant la discrétion des activités nécessitant du secret. Les frères Edmund et Clayton Carmichael avaient hérité du domaine de leur père en 1839, avec 47 esclaves et des dettes menaçant de détruire tout ce que leur famille avait bâti depuis 3 générations. Josiah Carmichael, le patriarche, avait été un membre respecté de la société virginienne, siégeant 2 mandats à la législature de l'État et entretenant des amitiés avec des figures politiques de premier plan dans tout le Commonwealth. Sa mort soudaine d'apoplexie au printemps 1839 laissa à ses fils une plantation qui paraissait prospère mais qui saignait en réalité de l'argent à cause de la baisse des prix du tabac et de lourdes dettes de jeu accumulées. Edmund, l'aîné de 2 ans, possédait l'esprit calculateur d'un homme d'affaires, avec des cheveux noirs et des yeux bleu pâle qui semblaient tout évaluer en termes de profit potentiel. Mesurant un peu plus d'1,80 m, il se tenait avec la raideur d'un officier militaire, bien qu'il n'ait jamais servi ailleurs que dans la milice locale. Ses études au collège of William and Mary lui avaient fourni les relations sociales et les connaissances financières qui allaient s'avérer essentielles aux futures entreprises des 2 frères. La correspondance d'Edmund avec des banquiers de Richmond et des marchands de Petersburg révélait un homme capable d'un charme extraordinaire lorsque les circonstances l'exigeaient, mais aussi doté d'une froideur qui mettait mal à l'aise même ses associés les plus proches. Clayton, lui, se distinguait par une aisance naturelle qui le rendait populaire dans les cercles sociaux du comté, en particulier auprès des filles des planteurs voisins, séduites par son esprit vif et ses traits séduisants. De 2 ans le cadet d'Edmund, Clayton était légèrement plus petit, mais doté d'épaules plus larges et d'un sourire contagieux capable de désarmer la méfiance et d'ouvrir bien des portes dans la société virginienne.
Sa réputation de cavalier accompli et de passionné de chasse au renard lui avait valu des invitations dans les plus belles demeures du centre de la Virginie, lui procurant de précieuses informations sur les voyageurs fortunés et leurs itinéraires prévus. Ensemble, ils avaient transformé une plantation en difficulté en l'une des exploitations de tabac les plus rentables de Virginie. Peu de voisins comprenaient exactement comment les frères avaient réussi un redressement aussi spectaculaire, mais cette transformation avait commencé en 1840, lorsque les frères se mirent à offrir l'hospitalité aux voyageurs semblant disposer de ressources financières considérables. Ce qui paraissait au départ relever de l'hospitalité traditionnelle du Sud évolua peu à peu vers quelque chose de bien plus sinistre, les frères découvrant avec quelle facilité il leur était possible de faire disparaître des étrangers fortunés sans attirer l'attention des autorités locales. Le chef-lieu du comté, Richmond, se trouvait à une cinquantaine de kilomètres à l'est, assez proche pour des échanges commerciaux réguliers, mais suffisamment éloigné pour garantir la discrétion des affaires les plus délicates des frères. Le shérif Thomas Garrett, un nommé politique davantage soucieux de maintenir l'harmonie sociale que d'enquêter sur des décès suspects, s'était révélé remarquablement accommodant lorsque les frères avaient parfois besoin de documents officiels pour appuyer leurs explications concernant diverses disparitions. La complaisance du shérif avait été achetée par une combinaison de contributions financières à ses campagnes politiques et d'invitations régulières aux somptueux dîners qui faisaient de Riverside Manor le centre de la vie mondaine du comté de Henriot. En 1851, le comté de Henriot connaissait déjà les tensions qui allaient bientôt déchirer la nation. Débats sur l'expansion de l'esclavage, pression économique due à la croissance industrielle du Nord, et conversations chuchotées sur les droits des États, qui devenaient chaque mois plus bruyantes. Ces distractions politiques offraient une couverture parfaite aux activités des frères, les autorités locales concentrant leur attention sur les grands enjeux régionaux plutôt que sur l'investigation de disparitions isolées, facilement attribuées au danger des voyages à la frontière. Margaret du Nord était arrivée à Riverside Manor en juin 1851 en tant qu'épouse d'Edmund. Elle l'avait rencontré lors d'un événement mondain du printemps organisé par la Virginia Agricultural Society. Fille d'une famille de planteurs de tabac déclinante du comté de Chesterfield, elle n'apportait qu'une modeste dot, mais possédait une beauté raffinée et des relations sociales capables d'ouvrir des portes à un homme ambitieux. Sa chevelure auburn et ses yeux verts avaient immédiatement attiré l'attention d'Edmund, mais c'était son esprit vif et sa capacité à naviguer dans des situations sociales complexes qui l'avaient convaincu qu'elle serait l'épouse parfaite pour un homme ayant des secrets à protéger. L'éducation de Margaret avait été plus poussée que celle des femmes de son milieu, grâce à une tante progressiste qui avait insisté pour engager des précepteurs privés afin de compléter sa formation scolaire. Elle parlait couramment le français, avait étudié la botanique et l'histoire naturelle, et possédait une vive compréhension des affaires financières que son père avait encouragées malgré les conventions sociales décourageant de telles connaissances chez les femmes. Ces compétences, destinées à faire d'elle une hôtesse accomplie et une partenaire de conversation raffinée, allaient finalement s'avérer essentielles à sa survie et à son triomphe final sur les frères Carmichael. Le mariage avait été une grande cérémonie, à laquelle assistaient des hommes politiques de Richmond et des planteurs venus de toute la Virginie centrale. Le gouverneur John Floyd lui-même avait porté un toast aux jeunes mariés, tandis que les plus éminents marchands et banquiers de Richmond célébraient ce qu'ils pensaient être une union consolidant l'aristocratie agricole de Virginie. Margaret semblait sincèrement heureuse durant les premiers mois de son mariage, écrivant à sa sœur à Petersburg pour lui décrire la splendeur de sa nouvelle demeure et la gentillesse de son beau-frère Clayton, qui l'avait accueilli dans la famille avec un enthousiasme que certains voisins jugeaient presque excessif. Les lettres retrouvées plus tard parmi les effets personnels de Margaret révélaient ses premières impressions de Riverside Manor, qu'elle décrivait comme un palais comparé à notre pauvre ferme de Chesterfield, et mentionnait les dîners somptueux où les plus grands gentlemen de Virginie se réunissaient pour discuter politique et affaires tout en savourant des vins et mets d'une grande finesse. Elle avait été particulièrement impressionnée par l'apparente richesse des frères, notant qu'ils semblaient disposer de ressources bien au-delà de ce que la culture du tabac pouvait fournir, même aux planteurs les plus prospères. Mais, dès septembre, ceux qui connaissaient Margaret de près commencèrent à remarquer des changements dans son comportement, laissant entendre que tout n'allait pas bien à Riverside Manor. Elle paraissait distraite lors des visites, souvent absorbée par la vue des champs de tabac, avec une expression que son amie Sarah Caldwell décrirait plus tard aux autorités comme profondément troublée, comme si elle avait vu quelque chose qui la hantait jusque dans ses heures de veille. Son appétit diminua visiblement, et elle se mit à décliner les invitations aux réceptions mondaines qu'elle appréciait autrefois, invoquant des maux de tête et une fatigue sans cause médicale apparente. Les esclaves de Riverside Manor parlaient à voix basse de leur maîtresse, notant qu'elle s'était mise à faire de longues promenades autour de la propriété, disparaissant parfois des heures durant. Vieux Moses, qui entretenait le potager et servait la famille Carmichael depuis plus de 20 ans,
raconta plus tard aux enquêteurs qu'il avait vu Margaret creuser à plusieurs reprises près de l'ancienne grange à tabac, toujours seule, toujours sur ses gardes, comme si elle craignait d'être découverte. Les travailleurs avaient aussi remarqué qu'elle posait des questions inhabituelles sur l'histoire de la plantation, en particulier sur les anciennes maîtresses et les invités venus au fil des années. La soirée du 18 septembre 1851 commença comme tant d'autres à Riverside Manor. Les 3 membres de la famille se retrouvèrent pour dîner dans la grande salle à manger, sous un lustre de cristal importé de France à l'époque prospère de la plantation. La table était dressée de la plus belle porcelaine et de l'argenterie, reflet de l'insistance des frères à maintenir les apparences même au cœur de leurs affaires les plus sombres. Les chandelles vacillaient dans des bougeoirs d'argent, projetant des ombres mouvantes sur les portraits des ancêtres Carmichael, dont les regards semblaient désapprouver les activités de leurs descendants. Le repas se déroula normalement pendant les 3 premiers services, la conversation portant sur les prix du tabac et l'actualité politique à Richmond. Clayton les divertit avec des commérages rapportés de son récent voyage à Petersburg, tandis qu'Edmund parlait de ses projets d'expansion de la plantation pour l'année suivante. Margaret participait avec sa grâce habituelle, bien qu'un observateur attentif aurait perçu une tension dans sa voix, suggérant une inquiétude plus sérieuse que les banalités de salon. L'atmosphère changea brutalement lorsque Clayton, enhardi par plusieurs verres de bourbon et apparemment désireux de provoquer une réaction chez sa belle-sœur devenue distante, lança ce qu'il appela un « pari d'homme » à son frère. Ces mots flottèrent dans l'air comme la fumée des chandelles lorsque Margaret reposa sa fourchette et le fixa avec une inquiétude croissante. « Je parie, » dit Clayton d'une voix empreinte de l'assurance nonchalante d'un homme habitué à obtenir ce qu'il veut, « que je peux séduire ta charmante épouse en moins de 15 jours, et qu'elle me suppliera de l'emmener loin de cette vie ennuyeuse de plantation. » Il leva son verre vers Margaret dans un faux toast, le bourbon débordant sur le rebord. « Sans vouloir vous offenser, ma chère belle-sœur, mais Edmund a toujours été assez prévisible en matière de cœur. Peut-être qu'une femme de votre intelligence et de votre beauté a besoin d'une compagnie plus excitante que celle que peut lui offrir mon cher frère. » La cruauté désinvolte de la proposition heurta Margaret comme un coup physique. Mais ce qui la troubla encore davantage fut la réaction d'Edmund, ou plutôt son absence de réaction. Au lieu de la colère explosive qu'elle attendait d'un mari respectable, Edmund se renversa dans son fauteuil, observant son frère avec l'expression calculatrice qu'elle lui avait déjà vu adopter lorsqu'il négociait les prix du tabac avec des acheteurs de Richmond. La lumière des chandelles vacillait sur son visage, projetant des ombres qui rendaient ses traits presque prédateurs, tandis qu'il considérait la proposition avec un sérieux apparent. « Et quelle mise proposes-tu, frère ?» demanda Edmund, d'une voix anormalement calme pour un homme dont l'épouse venait d'être courtisée à sa propre table. Qu'est-ce qui rendrait un tel pari digne du risque pour l'harmonie familiale et la réputation sociale? Tu comprends sûrement que de tels jeux nécessitent une motivation substantielle pour justifier les conséquences potentielles. Le sourire de Clayton s'élargit, révélant des dents tachées par des années de tabac et d'excès de vin. Ses yeux brillaient de l'anticipation d'un homme persuadé que la victoire lui appartenait déjà. 500 $ disent que je peux l'avoir dans mon lit avant octobre. Et si je réussis, tu effaces la dette que je te dois sur l'affaire des terres de Richmond. 1000 de plus, si je me souviens bien. Mais voici la partie vraiment intéressante, cher frère. Si elle se montre plus résistante que prévu, nous saurons qu'elle a découvert quelque chose concernant nos affaires familiales qui mérite une attention immédiate. Ces mots frappèrent Margaret comme de l'eau glacée. Elle comprit soudain qu'il ne s'agissait pas seulement d'un pari vulgaire entre frères, mais de quelque chose de bien plus sinistre. La référence désinvolte aux affaires familiales et le regard lourd de sens échangé entre Edmund et Clayton suggéraient une conspiration dont elle commençait à peine à saisir l'ampleur. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle porta son verre d'eau à ses lèvres, luttant pour garder contenance, tandis que son esprit s'emballait devant les implications de ce qu'elle venait d'entendre. Le calme persistant d'Edmund, tandis qu'il considérait la proposition, emplit Margaret d'une terreur dépassant la simple humiliation. L'homme qu'elle avait épousé, celui qu'il avait courtisé avec des poèmes et des promesses de vie paisible au sein de l'aristocratie rurale de Virginie, se révélait être tout autre, un prédateur calculateur, qui considérait sa propre épouse comme un simple sujet d'expérience dans un projet plus vaste et plus sinistre. « Mettons plutôt 1000, » dit finalement Edmund, tendant la main à son frère avec la même attitude d'homme d'affaires qu'il aurait adoptée pour conclure n'importe quelle transaction commerciale. « Mais si tu échoues, tu me transfères ta part des champs de tabac du Nord à mon seul nom. Et, Clayton, si elle se montre problématique d'une manière qui exige des solutions définitives, nous partagerons les frais pour régler la situation selon nos arrangements habituels. » Les deux frères se serrèrent la main à travers la table de dîner, tandis que Margaret les regardait avec horreur, leur verre de bourbon s'entrechoquant comme un glas funèbre.
Aucun des deux ne la regarda directement, comme si ses sentiments étaient totalement sans importance dans leur accord. La désinvolture avec laquelle ils avaient évoqué son éventuel meurtre, car c'était clairement ce qu'Edmund entendait par « solution définitive », révélait un degré d'insensibilité qui suggérait qu'il ne s'agissait pas de leur première conversation de ce genre. Cette nuit-là, Margaret resta éveillée dans le grand lit à baldaquin qu'elle partageait avec Edmund, écoutant sa respiration à ses côtés et essayant de comprendre ce qui venait de se produire. L'homme qu'elle avait épousé lui semblait un étranger, capable de parier son honneur avec la même légèreté qu'il aurait misé sur une course de chevaux, et apparemment disposé à tolérer son meurtre si elle devenait encombrante. La réalisation que les deux frères la considéraient comme un objet à gagner, perdre ou éliminer la remplit d'une froide fureur qui ne ferait que croître dans les jours suivants. Le sommeil la fuyait tandis qu'elle repassait en mémoire chaque conversation, chaque incident étrange, chaque absence inexpliquée qui l'avait intriguée durant ces mois à Riverside Manor. Les pièces verrouillées qu'Edmund prétendait ne contenir que de vieux meubles, les travailleurs disparus sans explication, les invités arrivés en grande pompe mais semblant disparaître sans adieu. Tout cela prenait une signification nouvelle et terrifiante à la lumière de ce qu'elle venait de découvrir. Au cours de la semaine suivante, Clayton entama sa campagne de séduction avec la subtilité d'un homme à qui rien n'avait jamais été refusé de ce qu'il désirait réellement. Il apparaissait aux côtés de Margaret pendant ses promenades matinales, lui offrant son bras et engageant des conversations sur la littérature et la musique, révélant un esprit étonnamment cultivé sous son allure de séducteur. Ses connaissances en poésie et en philosophie suggéraient une éducation comparable à la sienne, tandis que ses observations sur l'art et l'architecture témoignaient de voyages dépassant largement les frontières de la Virginie. Il lui apportait de petits cadeaux choisis avec soin pour correspondre à ses centres d'intérêt, un livre d'illustrations botaniques venu de Richmond, des fleurs sauvages cueillies sur la berge et arrangées avec un art manifeste, un ruban de soie parfaitement assorti à la couleur de ses yeux. Chaque geste s'accompagnait de compliments de plus en plus audacieux et personnels, délivrés avec ce charme rodé qui trahissait une longue expérience dans l'art de séduire des femmes malgré leur résistance initiale. Mais Margaret n'était pas la jeune femme naïve que les frères croyaient. Son éducation et son intelligence naturelle, combinées à la certitude croissante que sa vie était en danger, aiguisèrent ses facultés d'observation à un degré extraordinaire. Elle commença à prêter une attention plus soutenue aux étranges rythmes de la vie à Riverside Manor. Certaines pièces restaient fermées à clé alors même que les frères prétendaient y mener des affaires ordinaires. Les conversations entre Edmund et Clayton s'interrompaient brusquement dès qu'elle approchait, et des travailleurs disparaissaient parfois des champs sans les explications habituelles liées à une maladie ou à une urgence familiale. Ces promenades autour de la propriété prirent un nouvel objectif, chercher des réponses à des questions de plus en plus inquiétantes. L'immense étendue de Riverside Manor offrait d'innombrables cachettes, et Margaret commença à soupçonner que les frères dissimulaient bien plus que des liaisons adultères ou des irrégularités financières. Le paysage lui-même semblait porteur de secrets. Des bois denses encerclaient la propriété, et des dépendances apparemment anodines parsemaient les terres de la plantation. La première preuve concrète de la véritable nature des frères vint à Margaret un après-midi pluvieux de septembre, lorsqu'elle découvrit un registre relié de cuir dissimulé derrière une brique décellée dans la cheminée de la bibliothèque. Elle examinait l'architecture de la pièce, cherchant d'éventuelles cachettes où des documents importants pouvaient être dissimulés, lorsque ses doigts sentirent une brique qui céda légèrement sous la pression. Derrière se trouvait une cavité contenant non seulement le registre, mais aussi une collection d'objets personnels qui appartenaient manifestement à des personnes qui n'étaient plus à Riverside Manor. Le livre comportait des inscriptions remontant à 1840, rédigées dans l'écriture précise d'Edmund, documentant ce qui semblait être une série de transactions commerciales bien différentes de tout ce qu'elle avait vu auparavant. Chaque entrée suivait le même format méticuleux, un nom, une date, un lieu, une description physique et une somme d'argent. Thomas Whittaker, 12 septembre 1842. Richmond Road. Grand, cheveux bruns, montre en or, $200. Samuel Chen, 3 mars 1843. Petersburg Pike. Petit, cheveux noirs, très chinois, marchand de soie, $150. Père Miguel Santos, 19 juillet 1844. Church Creek. Taille moyenne, prêtre hispanique voyageant vers le nord, $300. La liste se poursuivait page après page, avec plus de 60 noms et des milliers de dollars de revenus mystérieux, largement supérieurs à ce qu'une plantation de tabac pouvait générer par une exploitation légitime. Chaque entrée incluait des détails suggérant une connaissance intime des victimes, leur apparence, leur possession, leur raison de voyager et leur fortune estimée. Le degré de précision impliquait une observation et une planification systématique, bien au-delà d'un opportunisme criminel aléatoire.
D'abord, Margaret se demanda si le registre ne consignait pas des affaires légales, peut-être le recouvrement de dettes, la spéculation foncière, ou même le commerce d'esclaves, moralement répréhensible, certes, mais qui expliquerait du moins la nature secrète de ces documents. Mais à mesure qu'elle étudiait les entrées, des motifs troublants commencèrent à apparaître, révélant quelque chose de bien plus sinistre que n'importe quelle entreprise conventionnelle. Beaucoup de noms étaient suivis de notes rédigées d'une autre main, qu'elle reconnut comme l'écriture ample et désordonnée de Clayton, contrastant nettement avec la précision d'Edmund. Ces notes contenaient des phrases qui glaçaient son sang. Éliminées selon le plan, aucune complication. Pas d'autres questions attendues de la famille. Et, plus terrifiant encore, les autorités de Richmond satisfaites de l'explication. Affaire close sans enquête. La dernière partie du registre contenait ce qui ressemblait à une carte détaillée des terres de la plantation, dessinée avec la précision d'un ingénieur militaire. Elle montrait non seulement les éléments évidents, la maison de maître, les champs de tabac, l'accès au fleuve, mais aussi de nombreuses petites croix disséminées dans des zones apparemment inutilisées de bois et de champs. 23 croix au total, chacune accompagnée d'initiales et de dates correspondant exactement aux entrées du registre principal. Margaret recompta 2 fois, ses mains tremblant tandis que l'horrible vérité se cristallisait dans son esprit. Il ne s'agissait pas de transactions commerciales. C'était un registre de meurtre, documentant plus d'une décennie de tueries systématiques qui avaient transformé Riverside Manor en une maison charnelle déguisée en plantation respectable. Les croix représentaient des tombes, et les sommes soigneusement inscrites représentaient l'argent du sang volé aux victimes qui avaient commis l'erreur fatale d'accepter l'hospitalité des frères Carmichael. Les objets personnels cachés avec le registre fournissaient des preuves supplémentaires des crimes, une alliance gravée d'initiales ne correspondant à aucun habitant actuel de la plantation, une montre de poche en or portant le nom d'un marchand de Philadelphie, un crucifix en argent qui avait manifestement appartenu à un prêtre catholique, et une collection de pièces de monnaie de divers États, suggérant que les victimes venaient de toute la région pour trouver la mort à Riverside Manor. Son enquête prit alors une urgence nouvelle, alors qu'elle reconstituait la méthode des frères avec la minutie d'un détective entraîné. La plantation Carmichael se trouvait sur un axe routier majeur entre Richmond et Petersburg, ce qui en faisait un arrêt naturel pour les voyageurs cherchant un hébergement pour la nuit ou un lieu pour reposer leurs chevaux durant de longs trajets. Les frères avaient transformé leur demeure en un piège élaboré, offrant leur hospitalité à des étrangers bien habillés transportant d'importantes sommes d'argent, puis les assassinant pour voler leurs biens avant de faire disparaître les corps dans des tombes anonymes disséminées sur leur vaste terre. Les victimes étaient choisies avec un soin calculé en termes de gestion des risques, des personnes voyageant seules, sans attache locale, dont la disparition n'attirait pas immédiatement l'attention de forces de l'ordre déjà débordées dans les comtés ruraux de Virginie. Marchands en affaires entre les villes, planteurs fortunés en route vers des marchés ou des événements mondains, ecclésiastiques se déplaçant de paroisse en paroisse, et immigrants transportant leurs économies à la recherche de nouvelles opportunités, tous représentaient des cibles idéales pour l'entreprise criminelle des frères. Les promenades de Margaret autour de la propriété se concentraient désormais sur les zones marquées sur la carte du registre, et ce qu'elle y découvrit confirma ses pires craintes sur la véritable nature de Riverside Manor. Près de l'ancien séchoir à tabac, elle trouva des parcelles de terre où le sol paraissait plus meuble que celui des environs, comme s'il avait été récemment retourné et replanté. La végétation y poussait aussi différemment, avec une luxuriance inhabituelle qui suggérait une fertilisation par la décomposition de matière organique. Le long du ruisseau qui bordait l'extrémité orientale de la propriété, elle découvrit des fragments de vêtements et d'effets personnels, enterrés à la hâte ou rejetés par les crues printanières qui modifiaient périodiquement le cours du ruisseau. Un bouton de cuivre ici, un morceau de tissu déchiré là, une chaîne brisée qui avait autrefois retenu une montre de poche, de petits vestiges de vie arrachés pour le profit et la commodité. La découverte la plus troublante survint lorsqu'elle tomba sur ce qui semblait être une cave à racines partiellement effondrées, dissimulée parmi les arbres, près de la limite nord de la propriété. La structure avait manifestement été détournée de sa fonction première de stockage alimentaire. De nouveaux drains menaient vers le ruisseau et des traces d'usage récents montraient des outils de creusement et des produits chimiques destinés à accélérer la décomposition. L'odeur qui s'en échappait les jours de chaleur confirma les soupçons de Margaret quant à sa fonction actuelle dans l'entreprise des frères. La réalisation qu'elle vivait parmi des meurtriers emplit Margaret d'une terreur qu'elle s'efforçait de dissimuler à son mari et à son beau-frère lors de leurs interactions quotidiennes. Mais, à côté de la peur, naquit un ardent désir de justice et la conscience croissante qu'elle-même courait un danger mortel. Le pari entre les frères n'était pas le jeu innocent de séduction qu'elle avait cru. C'était un test pour déterminer si elle avait découvert leur secret, et la manière la plus adéquate de la faire taire définitivement. À l'approche d'octobre,
Les tentatives de séduction de Clayton devinrent plus agressives et désespérées, signe qu'il subissait une pression pour obtenir des résultats dans le délai fixé par leur pari. Il la coinçait de plus en plus souvent dans des pièces vides, lui imposant ses avances avec une audace qui frôlait l'agression. Mais Margaret comprenait à présent que son intérêt n'était pas romantique. Il cherchait à évaluer ce qu'elle savait de leurs affaires et à déterminer si elle constituait une menace à éliminer. Chaque conversation devint une danse délicate de tromperie, où elle devait paraître naïve et innocente tout en recueillant en secret davantage de preuves des crimes des frères. Elle apprit à maîtriser ses expressions et à contrôler ses réactions, même lorsque Clayton laissait échapper des remarques qui prouvaient sa connaissance d'événements dont seuls les assassins et les victimes auraient dû être informés. Le point de rupture arriva le soir du 30 septembre, lorsque Margaret surprit une conversation entre Edmund et Clayton dans la bibliothèque, qui dissipa ses derniers doutes quant à leurs intentions à son égard et envers leur prochaine victime. Cachée derrière la porte entr'ouverte, elle les écouta planifier avec l'efficacité méthodique d'hommes ayant répété ce processus des dizaines de fois en plus d'une décennie. L'acheteur de tabac de Caroline du Nord a fait savoir qu'il arrivera la semaine prochaine avec le paiement complet, déclara Edmund, d'un ton satisfait, comme un négociant parlant d'une transaction fructueuse. William Henley est son nom, apparemment très prospère dans la région du Piémont. Sa lettre indique qu'il voyagera avec au moins 3 000 $ en liquide, peut-être davantage s'il prévoit d'autres achats sur le chemin du retour. Le rire de Clayton trahissait un réel amusement à l'idée de leur prochaine victime. 3 000, ce serait notre plus grosse prise de l'année. De quoi financer l'agrandissement des champs du Nord et nous laisser encore de confortables réserves pour l'hiver. A-t-il confirmé sa date d'arrivée? Le 7 octobre, répondit Edmund. Il compte inspecter le tabac le 8 et conclure la transaction le lendemain. Cela nous donne 3 jours pour organiser les détails, même si notre méthode habituelle devrait suffire pour un voyageur solitaire transportant une telle somme. J'ai déjà confirmé avec le shérif Garrett qu'il sera en visite familiale à Richmond cette semaine-là. Nous n'aurons donc pas à craindre d'inspection officielle inopinée pendant cette période cruciale. Margaret se plaqua contre le mur, luttant contre la nausée, en entendant les frères planifier un nouveau meurtre avec le même soin qu'ils auraient mis à organiser un dîner. La mention désinvolte de l'absence opportune du shérif Garrett confirma ses soupçons. Les forces de l'ordre local étaient soit complices, soit délibérément aveugles au crime des Carmichael. Celui-ci devrait nous rapporter assez pour agrandir largement le champ du Nord, poursuivit Edmund. Clayton, tu t'occuperas des dispositions habituelles après le dîner du 8. J'imagine que nous pouvons compter sur ton expertise pour la préparation du digestif. Pas question de commettre une erreur avec un invité si précieux. Évidemment, répondit Clayton avec l'assurance de l'habitude. Cependant, il faudrait aussi songer à Margaret. Elle pose trop de questions sur les pièces verrouillées, et je l'ai vue près des anciens sites d'enterrement hier après-midi. Moïse m'a signalé qu'elle fouillait près du séchoir à tabac, comme si elle cherchait quelque chose de précis. La méthode de séduction n'est pas aussi efficace que prévu. Elle est plus intelligente que la plupart des femmes, et son éducation la pousse à s'intéresser à ce qui ne la regarde pas. Le rire d'Edmund n'avait aucune chaleur. Il envisagea le sort de sa femme avec le même calcul froid qu'il appliquait à toutes ses affaires. Alors il faudra accélérer notre calendrier concernant chère Margaret. Après avoir réglé le cas de l'acheteur de tabac, nous organiserons un accident convenable pour notre épouse encombrante. Peut-être une chute de cheval lors d'une de ses promenades, ou une noyade tragique dans le fleuve au cours d'une balade nocturne. Les accidents arrivent si souvent aux épouses curieuses qui s'immiscent dans des affaires qu'elles ne comprennent pas. Les frères discutèrent des différentes façons d'éliminer Margaret avec le même détachement professionnel qu'ils appliquaient à leurs autres meurtres, pesant les mérites respectifs de chaque méthode selon la crédibilité, le moment et la probabilité d'attirer l'attention de la famille de Margaret à Chesterfield. Ils avaient manifestement réfléchi longuement au problème qu'elle représentait et conclu que sa mort était non seulement inévitable, mais nécessaire au succès continu de leur entreprise. Margaret se pressa davantage contre le mur, étouffant un haut-le-cœur, en écoutant les frères planifier son assassinat avec la même désinvolture que pour leurs autres victimes. Elle avait encore espéré, contre toute raison, qu'Edmund éprouvât quelque véritable affection pour elle. Mais elle comprenait désormais qu'elle n'était qu'un obstacle de plus à écarter au moment opportun. L'homme qui l'avait courtisée avec des poèmes et des promesses de bonheur n'avait jamais existé. Ce n'était qu'un masque porté par un assassin calculateur, pour qui la vie humaine n'était qu'une marchandise à exploiter pour le profit. La conversation se poursuivit par des détails pratiques qui révélaient l'expérience considérable des frères pour faire disparaître des gens sans éveiller de soupçons. Ils avaient perfectionné leur méthode au fil des ans,
apprenant de leurs erreurs et mettant au point des procédures qui minimisaient les risques tout en maximisant les gains. Leur réussite les avait rendus confiants, au point de l'arrogance, persuadés que leur richesse et leurs relations sociales les rendaient intouchables aux yeux des autorités locales, dépendantes de leur soutien politique et de leurs contributions financières. Mais en les écoutant planifier sa mort, Margaret comprit que cette confiance pouvait aussi être leur faiblesse. Les frères s'étaient tellement habitués au succès qu'ils en étaient devenus négligents, persuadés que leurs victimes se laisseraient faire sans résistance. Ils n'avaient pas envisagé que l'instruction et l'intelligence de Margaret lui permettraient de découvrir leurs secrets, ni qu'une femme pût se montrer capable de riposter avec autant de cruauté qu'eux-mêmes. Cette nuit-là, Margaret prit une décision qui allait tout changer et déclencher les événements qui mèneraient le règne de terreur des frères à une sanglante conclusion. Elle ne pouvait fuir, Edmund contrôlait toutes leurs finances, et une femme voyageant seule en 1851 attirait exactement le type d'attention qu'elle devait éviter, tout en restant vulnérable aux mêmes prédateurs qui avaient déjà fait tant de victimes. Elle ne pouvait solliciter l'aide des autorités locales. La richesse et les connexions politiques des frères dans le comté de Henrico étaient trop profondes pour que ces accusations fussent crues sans preuve solide, et la complicité du shérif Garrett signifiait qu'approcher la loi équivaudrait probablement à une élimination immédiate. Sa seule option était de retourner contre eux leur propre méthode, en exploitant leur confiance et leurs préjugés sur l'impuissance féminine pour les prendre au dépourvu. Si elle devait mourir à Riverside Manor, elle ne partirait pas en silence et elle ferait en sorte que justice soit rendue, même si elle ne survivait pas pour en être témoin. Margaret commença sa préparation en étudiant la flore locale durant ses promenades, avec la rigueur d'une naturaliste, en se concentrant sur les plantes sauvages de la plantation susceptibles de servir son dessein mortel. Son éducation avait inclus une connaissance approfondie de la botanique, qu'elle mit désormais à profit pour identifier quelles espèces locales contenaient des toxines assez puissantes pour tuer des hommes adultes. Les bois et champs de Virginie abritaient plusieurs plantes hautement toxiques, parmi lesquelles la ciguë aquatique, qui poussait en abondance près du ruisseau, la belladone, qui prospérait à l'ombre des vieux chênes, et la phytolaque, dont les racines renfermaient des poisons concentrés pouvant être extraits avec soin. La ciguë aquatique, apprit-elle dans ses manuels de botanique, était considérée comme l'une des plantes les plus vénéneuses d'Amérique du Nord. Elle contenait une cycutoxine attaquant le système nerveux et provoquant la mort par paralysie respiratoire. Les racines en concentraient la plus grande quantité. Le poison pouvait être extrait en broyant puis en faisant bouillir la plante, produisant un liquide incolore et presque inodore, facile à ajouter dans la nourriture ou les boissons sans éveiller de soupçons. Elle entreprit également de documenter tout ce qu'elle avait découvert sur les crimes des frères, rédigeant des récits détaillés dans un journal qu'elle dissimulait sous une latte du plancher de sa chambre. Ses écrits décrivaient l'emplacement exact de chaque site funéraire marqué sur la carte d'Edmund, copiaient avec précision les entrées du registre des meurtres en notant date et description des victimes et détaillaient les schémas qu'elle avait observés dans le choix des victimes et les méthodes d'élimination. Le journal contenait aussi ses observations personnelles sur les caractères et habitudes des deux frères, informations qui pourraient s'avérer précieuses pour une enquête future. La nature méthodique d'Edmund et son obsession pour les registres. L'impulsivité de Clayton et sa tendance à l'excès de confiance. Leurs routines établies, ainsi que les mesures de sécurité employées pour protéger leurs secrets. Tous ces détails furent soigneusement consignés, au cas où Margaret ne survivrait pas pour témoigner. Si quelque chose devait lui arriver, elle voulait que subsistent des preuves susceptibles de livrer les frères à la justice et d'apporter un jour une forme de consolation aux familles de leurs victimes. Ces écrits incluaient même des recommandations sur les lieux précis à fouiller pour retrouver d'autres éléments, sur les responsables locaux complices de la dissimulation et sur l'évolution de l'entreprise meurtrière des Carmichael, devenue au fil du temps plus sophistiquée et plus rentable. Pendant ce temps, la frustration de Clayton devant l'échec de sa séduction se faisait chaque jour plus manifeste, créant une atmosphère de tension croissante qui rendait la position de Margaret toujours plus précaire. L'échéance d'octobre fixée par leur pari approchait rapidement, et la résistance persistante de Margaret lui coûtait à la fois de l'argent et de l'orgueil, tout en soulevant des doutes quant à la possibilité qu'elle eût découvert quelque chose la rendant insensible à son habituel charme manipulateur. Ses tentatives pour l'acculer dans des lieux isolés devinrent plus fréquentes et plus agressives, obligeant Margaret à multiplier les ruses pour y échapper. Elle apprit à varier ses habitudes et à ne jamais s'aventurer dans une pièce ou un recoin du domaine sans la présence visible d'esclaves ou d'autres témoins. Le comportement de Clayton durant ces face-à-face révélait un homme dont la patience atteignait sa limite, laissant craindre que les frères ne décident d'avancer leur calendrier et d'agir contre elle plus tôt que prévu. L'arrivée du docteur William Henley, venu de Caroline du Nord, offrit à Margaret l'occasion qu'elle attendait, mettre son plan à exécution tout en sauvant peut-être une vie innocente. Henley arriva à Riverside Manor le 7 octobre 1851,
conduisant un élégant attelage de chevaux bais parfaitement assorti, et affichant l'assurance d'un homme habitué à la richesse et au respect social. Il incarnait exactement le type de victime que les frères affectionnaient, voyageant seul, transportant une somme importante en liquide pour ses achats de tabac, et sans attache locale qui permettrait de remarquer rapidement sa disparition en cas de non-retour. Margaret observa le rituel familier se dérouler sous ses yeux, tandis que les frères accueillaient leur invité avec une hospitalité exagérée, masquant à peine leurs intentions prédatrices. Ils installèrent le docteur en lait dans la plus belle chambre d'amis, lui offrirent leur meilleur bourbon importé du Kentucky et l'entretinrent longuement de prix du tabac, de conditions de marché et d'évolutions politiques susceptibles d'influer sur le commerce agricole. Le docteur semblait sincèrement enchanté par ses hôtes et leur hospitalité, sans se douter qu'il était évalué en vue d'un assassinat plutôt que de véritables négociations commerciales. Henley se révéla être un homme instruit et cultivé, dont les intérêts dépassaient de loin l'agriculture et les affaires. Sa conversation trahissait de nombreux voyages dans le Sud et une vaste connaissance de la littérature, de l'art et de l'histoire naturelle, qui en faisait un compagnon de table agréable. En d'autres circonstances, songea Margaret, elle aurait pu réellement apprécier sa compagnie et tirer profit de son expérience d'autres régions du pays. Mais le comportement des frères au dîner confirma qu'ils avaient déjà décidé du sort du docteur Henley, ne suivant plus qu'une routine bien rodée pour gérer les victimes durant les dernières heures avant leur élimination. Les questions d'Edmund sur l'itinéraire de voyage et les liens familiaux du docteur visaient à s'assurer que sa disparition ne susciterait pas immédiatement d'alerte. Quant aux demandes apparemment anodines de Clayton sur ses ressources financières, elles avaient pour but de confirmer que ce meurtre rapporterait un profit suffisant pour justifier le risque. Le soir du 8 octobre, les frères prévoyaient d'appliquer leur méthode habituelle, un digestif soigneusement drogué qui plongerait leur victime dans l'inconscience, suivi d'une suffocation simulant une mort naturelle par crise cardiaque. Le corps serait ensuite enterré dans l'un des emplacements marqués sur la carte de leur plantation, tandis que l'argent et les effets personnels du défunt seraient dissimulés jusqu'à pouvoir être réutilisés sans éveiller de soupçons. Mais Margaret avait passé la journée à préparer sa propre surprise mortelle, exploitant les connaissances acquises grâce à ses études botaniques pour créer une arme capable d'éliminer les trois hommes et de mettre fin définitivement à l'entreprise criminelle des deux frères. Elle avait extrait un poison concentré des racines de ciguë aquatique grâce à un procédé décrit dans ses manuels d'histoire naturelle, produisant un liquide incolore et presque inodore qu'elle versa avec précaution dans la bouteille de bourbon qu'Edmund prévoyait de servir après le dîner. La dose avait été calculée pour être létale aux trois hommes, en tenant compte de leur poids approximatif et de la quantité d'alcool qu'ils consommaient habituellement au cours de leur veillée. Elle ne pouvait courir le risque de laisser l'un des deux frères en vie, de peur qu'ils ne poursuivent leur meurtre ou ne cherchent à se venger d'elle. Et elle n'éprouvait aucune culpabilité à l'idée que le docteur Henley périrait également. Sa mort serait attribuée au même empoisonnement que celui des Carmichael, apparaissant comme une victime malheureuse plutôt que comme un indice susceptible de révéler son rôle dans ces événements. La préparation exigeait un minutage parfait et le plus grand secret. Il fallait que le poison fût ajouté au bourbon après qu'Edmund eût choisi la bouteille pour la soirée, mais avant que les convives n'y goûtent. Elle avait observé leurs habitudes avec attention les semaines précédentes, découvrant qu'Edmund choisissait toujours lui-même le bourbon et qu'il ouvrait généralement la bouteille dans la bibliothèque, pendant que ses invités s'installaient pour leur dernier verre. Et juste au moment où l'on croyait avoir tout vu, l'horreur du comté d'Henrico redoublait. Si cette histoire vous donne des frissons, partagez cette vidéo avec un ami amateur de récits sombres. Appuyez sur le bouton j'aime pour soutenir notre contenu, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos histoires. Découvrons ensemble ce qui se passera dans ce jeu mortel de tromperie et de meurtre. Le dîner se déroula normalement en 7 services, le docteur Henley louant la qualité du repas et exprimant son enthousiasme à l'idée de conclure son achat de tabac. Le lendemain matin, Edmund et Clayton jouaient parfaitement leur rôle d'hôtes attentionnés, tout en attendant secrètement la mort de leur invité. Margaret resta silencieuse durant le repas, ses mains fermes malgré l'ampleur de ce qu'elle s'apprêtait à accomplir. Elle savait que, dans quelques heures, elle serait soit libérée de la menace des frères, soit morte de leurs mains. À mesure que la soirée approchait de son issue fatale, Margaret s'excusa de quitter la salle à manger, prétextant une migraine nécessitant repos et médication. Cela faisait partie de son plan soigneusement orchestré. Elle devait être absente lorsque le poison ferait effet, à la fois pour éviter les soupçons et pour assurer sa propre survie. Depuis la fenêtre de sa chambre, elle observa les trois hommes se diriger vers la bibliothèque pour leur dernier verre, inconscients que la mort les attendait déjà dans la bouteille de bourbon du Kentucky qu'Edmund avait choisie pour l'occasion. Le poison préparé par Margaret agit plus lentement qu'elle ne l'avait prévu, provoquant une période terrifiante d'incertitude tandis qu'elle attendait, à l'étage,
des sons venant de la bibliothèque qui confirmeraient le succès de son plan. La ciguë aquatique, avait-elle appris grâce à ses recherches botaniques, entraînait une apparition progressive des symptômes, d'abord des nausées et des douleurs abdominales, puis des spasmes musculaires et des convulsions, avant la paralysie respiratoire et la mort. Le processus pouvait durer de 30 minutes à 2 heures selon la dose, la constitution de la victime, son poids et la quantité d'alcool absorbée avec le toxique. Margaret s'assit près de sa fenêtre, scrutant les vitres de la bibliothèque à la recherche de signes de détresse, tout en écoutant les bruits qui pourraient indiquer que son plan fonctionnait. La nuit d'automne était étrangement silencieuse, seulement troublée par le murmure lointain de la James River et l'appel occasionnel d'un oiseau nocturne, un silence qui semblait peser sur la maison comme une présence vivante. Lorsque l'horloge du couloir sonna 11 heures, Margaret perçut les premiers signes du succès de son entreprise, des voix élevées provenant de la bibliothèque, suivies du bruit d'une chaise renversée et de verres brisés. La voix du docteur en lait se fit entendre, passant d'une préoccupation légère à une véritable panique, alors que les frères manifestaient des symptômes révélant clairement que quelque chose de grave se produisait. « Messieurs, je me sens très étrange, » entendit-elle dire, sa voix résonnant à travers les hauts plafonds et les cloisons fines de la demeure. « Peut-être que quelque chose que nous avons mangé ne nous convient pas. J'ai de terribles crampes d'estomac et des sensations des plus inhabituelles dans mes membres. » La voix d'Edmund, habituellement si posée et mesurée, monta dans un cri lorsqu'il comprit ce qui leur arrivait. « Le Bourbon » halta-t-il, ces mots devenant de plus en plus confus à mesure que le poison attaquait son système nerveux. « Quelqu'un a empoisonné le Bourbon. » Un nouveau fracas de verre retentit, sans doute lorsqu'un des hommes fit tomber une lampe ou un objet décoratif dans sa détresse. La voix de Clayton se joignit à celle des autres, mais avec une clarté différente, trahissant qu'il avait bu moins de Bourbon empoisonné et conservait assez de lucidité pour comprendre la situation. « Margaret » appela-t-il, sa voix résonnant dans la maison avec une rage meurtrière. « Margaret, sale sorcière empoisonneuse. Je sais ce que tu as fait. Tu crois être maligne, mais tu paieras de ta vie. » Le plan méticuleusement préparé de Margaret commença à se fissurer lorsqu'elle entendit Clayton l'appeler depuis le rez-de-chaussée, sa voix de plus en plus violente. Contrairement à son frère et à leur invité, Clayton avait visiblement bu moins du Bourbon mortel, car il avait l'habitude de faire durer ses verres lorsqu'il conversait. Il conservait donc assez de force et de coordination pour se déplacer malgré les effets du poison. Ses appels devinrent plus menaçants, plus désespérés, à mesure qu'il comprenait la source de leur agonie et que lui apparaissait la vérité. Sa belle-sœur n'était pas la victime sans défense qu'il croyait. « Margaret » hurla-t-il de nouveau, la voix brisée par la douleur et la rage. « Tu as tué, et je vais te faire payer avant que ce poison ne finisse son œuvre. » On entendait ses pas incertains résonner dans le rez-de-chaussée, marquant sa progression chaotique vers l'escalier principal. Chaque trébuchement, chaque choc contre les meubles témoignait de sa détermination à trouver Margaret avant que la ciguë ne termine son travail. Terrifiée, elle réalisa qu'elle avait mal calculé soit la dose, soit le délai d'action. Clayton restait mobile et résolu à la tuer avant de mourir. Elle saisit le tisonnier près de la cheminée de sa chambre, seule arme dont elle disposait pour affronter un homme condamné, ivre de rage et doté de la force désespérée de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Le souffle rauque de Clayton se rapprochait à mesure qu'il gravissait l'escalier, chaque pas accompagné d'un gémissement de douleur. Sa progression était lente et vacillante, mais animée d'une fureur qui semblait transcender les limites de son corps empoisonné. « Tu crois être intelligente » lança-t-il entre deux halètements. « Mais tu ignores toute cette famille. Tu ne sais pas ce qui est arrivé à Catherine, la première femme d'Edmund, ni ce que nous avons fait à ta chère amie Sarah quand elle a commencé à poser les mêmes questions que toi, ni à la fille du shérif, qui a découvert notre registre l'an dernier. » Ces révélations frappèrent Margaret comme des coups physiques. Chacune confirmait que les crimes des frères étaient plus vastes qu'elle ne l'avait imaginé. Sarah Caldwell, qui aurait soi-disant quitté la région pour s'occuper d'une tante âgée à Richmond, n'avait été qu'une autre victime. La disparition de son amie n'était pas volontaire. La vérité éveilla en Margaret une rage qui balaya sa peur et renforça sa détermination à en finir. Clayton apparut dans l'embrasure de la porte. Son visage était pâle, couvert de sueur, ses yeux fous, empli à la fois de la certitude de sa mort et d'un besoin de vengeance brûlant. Dans sa main tremblante, il tenait le couteau de chasse d'Edmund, dont la lame brillait sous la lumière de la lampe. « Si je meurs ce soir, » gronda-t-il entre ses dents serrées, « tu viendras avec moi, sale fouineuse.
Tu crois pouvoir nous empoisonner comme des rats et t'en sortir? Tu crois comprendre ce que veut dire justice? Je vais te montrer la justice. La même que nous avons montrée à ton amie Sarah. S'ensuivit une lutte désespérée entre un homme empoisonné, cherchant vengeance, et une femme luttant pour sa vie face à un adversaire dont la fureur agonisante lui donnait une force surnaturelle. Clayton se jeta sur elle avec le couteau, mais sa coordination était brisée par la ciguë, et son attaque fut maladroite. Margaret abattit le tisonnier de toutes ses forces sur son poignet, projetant la lame à travers la pièce dans un fracas métallique. Clayton s'effondra à genoux, tenant son poignet brisé, tandis que le poison achevait son travail, provoquant spasmes et convulsions qui l'empêchaient de garder son équilibre. « Tu nous as tous tués, » halta-t-il, sa voix faiblissant à mesure que la paralysie respiratoire s'installait. « Mais tu n'échapperas jamais. Le shérif sait tout. Il te traquera. » Clayton s'écroula au sol, secoué de convulsions, tandis que la ciguë achevait son œuvre. Margaret le regarda mourir avec une sombre satisfaction, voyant l'homme qui avait planifié sa mort succomber au même sort qu'il avait infligé à tant d'innocents. Ces menaces concernant le shérif Garrett ne firent que renforcer sa volonté de révéler toute la vérité, au-delà des autorités corrompues du comté d'Henrico. La maison retomba dans un silence oppressant, seulement troublé par son souffle saccadé et les derniers râles du docteur Hanley en bas. La voix d'Edmund s'était éteinte depuis plusieurs minutes, preuve que l'aîné avait déjà payé le prix ultime de ses crimes. Le silence qui suivit était à la fois apaisant et terrifiant, car Margaret comprit qu'elle se retrouvait seule avec 3 cadavres et la lourde tâche de faire éclater la vérité. Elle passa le reste de cette nuit terrible à planifier ses prochains gestes, afin que les crimes des frères soient exposés, même si elle ne survivait pas à l'enquête qui suivrait. À l'aube, au-dessus des champs de tabac de Riverside Manor, elle commença la sinistre besogne de mettre en scène les faits d'une manière que les autorités jugeraient crédible, tout en s'assurant que les preuves de l'entreprise meurtrière des frères seraient découvertes. Elle arrangea soigneusement la bibliothèque pour accréditer une version simple, 3 hommes morts après avoir bu du bourbon empoisonné, laissant supposer qu'Edmund avait perdu la raison, empoisonné son frère et leur invité, avant de se suicider. La présence du docteur Hanley comme victime innocente donnerait à l'affaire le caractère tragique d'un drame familial lié à l'argent et au désespoir. Le corps de Clayton, resté dans sa chambre après leur lutte, appuyait le récit qu'il avait attaqué avant de mourir du même poison. Le couteau brisé et ses blessures défensives corroboreraient son témoignage. Mais la tâche la plus importante de Margaret était de préserver les preuves des crimes, pour que justice soit rendue à toutes les victimes. Elle récupéra le registre d'Edmund de sa cachette derrière la brique de la cheminée et rassembla toute la documentation qu'elle avait patiemment compilée. L'emplacement des sites d'inhumation, la liste des victimes, les registres financiers de leur entreprise meurtrière et ses propres observations détaillées devaient garantir que la vérité sur l'histoire sombre de Riverside Manor finirait par éclater au grand jour. Elle rédigea également un récit précis des événements ayant conduit à la mort des frères, façonnant soigneusement une version qui la présentait comme une victime ayant découvert les crimes de son mari et ayant agi désespérément pour se protéger et empêcher de futurs meurtres. Le témoignage incluait des détails spécifiques sur les méthodes des frères, leur processus de sélection des victimes et les lieux où l'on pourrait trouver des preuves venant corroborer son récit. Lorsque les voisins découvrirent les corps 3 jours plus tard, alertés par l'état de choc apparent de Margaret et ses affirmations selon lesquelles elle s'était réfugiée dans les champs de tabac après avoir assisté à la tragédie, l'enquête initiale se déroula exactement comme elle l'avait prévu. Le shérif Thomas Garrett, malgré sa complicité passée dans la dissimulation des crimes des frères, se vit contraint de mener une enquête approfondie, compte tenu de l'importance des victimes et du caractère choquant de leur décès. Margaret joua son rôle de veuve traumatisée à la perfection, versant des larmes au moment opportun et donnant juste assez de détails pour satisfaire les autorités, sans jamais révéler sa propre responsabilité dans l'empoisonnement. Elle affirma avoir entendu des disputes et des cris provenant de la bibliothèque, puis un silence qui l'avait terrifiée au point de fuir la maison et de se cacher jusqu'à l'arrivée d'Ed. Son récit la présentait comme une innocente qui avait échappé de peu à la folie meurtrière de son mari et de son beau-frère. La découverte d'une importante somme d'argent appartenant au docteur Hanley, apparemment intacte dans sa chambre, appuya la théorie selon laquelle le vol n'était pas le mobile. Tout suggérait un drame familial ayant dégénéré en meurtre suivi d'un suicide, Edmund ayant empoisonné les 3 hommes dans un accès de folie avant de succomber lui-même au poison. Mais la véritable confirmation vint lorsque Margaret remit anonymement au shérif Garrett le registre d'Edmund et ses propres notes d'enquête, affirmant les avoir trouvées en rangeant les affaires de son défunt mari. Les dossiers détaillés de l'entreprise meurtrière des frères provoquèrent un choc dans tout le comté d'Henrico et au-delà, révélant l'ampleur de crimes jusque-là considérés comme de simples disparitions isolées.
L'excavation des sites d'inhumation indiqués sur la carte d'Edmund mit au jour 23 corps, à divers stades de décomposition, confirmant la carrière meurtrière des frères Carmichael, qui, pendant plus d'une décennie, avaient ciblé des voyageurs dans toute la Virginie centrale. Les victimes furent identifiées grâce à des effets personnels, à des relevés dentaires quand cela était possible, et à des avis de disparition en Virginie, en Caroline du Nord et en Caroline du Sud. Les Carmichael avaient mis en place l'une des entreprises criminelles les plus meurtrières de l'histoire américaine, tout en conservant leur image de notables respectables de Virginie. Parmi les restes figurait le corps d'une femme que Margaret insista pour voir de ses propres yeux, malgré les tentatives du shérif Garrett de l'épargner. Le cadavre, retrouvé près du ruisseau, vêtu encore d'une robe de mariée en soie, fut identifié grâce à des bijoux et des effets personnels comme étant Catherine Phillips Carmichael, la première épouse d'Edmund, censée être morte de tuberculose en 1847. Cette découverte révéla que Margaret n'était pas la première femme à avoir percé le secret des frères, ni la première à avoir été éliminée parce qu'elle représentait une menace pour leurs affaires. Le meurtre de Catherine avait été maquillé en mort naturelle, avec un médecin complaisant signant un certificat mentionnant la tuberculose. Son enterrement au cimetière familial n'avait été qu'une mascarade, tandis que son véritable corps avait été caché comme ceux des autres victimes, dans les tombes anonymes disséminées sur la plantation. L'enquête sur la mort de Catherine entraîna la chute du docteur Elias Brennan, le médecin qui avait rédigé de faux certificats pour plusieurs crimes des Carmichael, en échange de paiements lui permettant de mener un train de vie bien au-delà de ce que ses revenus légitimes justifiaient. Son arrestation et ses aveux révélèrent l'étendue de la corruption qui avait permis aux frères d'agir impunément pendant plus d'une décennie. L'affaire des Carmichael devint l'une des plus célèbres affaires criminelles de l'histoire de la Virginie, exposant une corruption qui touchait les plus hauts niveaux du gouvernement local et montrant comment la richesse et les liens sociaux pouvaient étouffer jusqu'aux crimes les plus atroces. Plusieurs responsables du comté d'Henrico furent reconnus coupables d'avoir accepté des pots de vin pour fermer les yeux sur des disparitions suspectes, tandis que d'autres avaient simplement préféré ne pas poser de questions compromettantes. Margaret hérita de la plantation et de ses importants biens, mais la réputation de la propriété la rendait inexploitable, impossible d'y faire prospérer une culture de tabac, impossible aussi de trouver des acheteurs pour une terre désormais associée au meurtre et à la corruption. Elle vendit donc le domaine à l'État de Virginie pour une fraction de sa valeur, consacrant les bénéfices à un fonds destiné aux familles des victimes et à l'amélioration de la formation des forces de l'ordre dans les zones rurales. Le manoir fut rasé dans l'année qui suivit la clôture de l'enquête, ses briques dispersées, son emplacement peu à peu oublié, tandis que les champs de tabac retournaient à l'état sauvage. Les habitants affirmèrent que toute tentative de cultiver cette terre échouait. Les récoltes ne poussaient pas, comme si le sol, nourri par la décomposition des cadavres, refusait obstinément de donner vie là où tant de morts avaient été semés. Le dernier rapport du shérif Garrett soulignait le courage et l'ingéniosité de Margaret Carmichael, qui avait révélé des crimes qui, autrement, auraient pu se poursuivre indéfiniment, coûtant de nouvelles vies innocentes. Il ne fit aucune mention de soupçon quant à son rôle dans la mort de son mari et de son beau-frère, acceptant sa version d'une veuve chanceuse et ingénieuse. Son choix de livrer l'épreuve fut salué comme crucial pour l'identification des victimes et l'apaisement de familles en quête de vérité depuis des années. Le fonds créé pour ces familles fut reconnu comme un acte de générosité extraordinaire qui permit de panser une partie des plaies causées par le règne de terreur des Carmichael. Margaret disparut de la vie publique après la fin de l'affaire, s'installant, disait-on, à Baltimore, sous une nouvelle identité, menant une vie paisible consacrée à la charité et à la botanique. Certains voisins prétendirent avoir reçu de ses lettres décrivant cette existence tranquille, mais son destin ultime demeura inconnu. L'affaire Riverside Manor devint une mise en garde pour les voyageurs des campagnes. Elle entraîna un renforcement des patrouilles, une surveillance accrue des auberges et plantations offrant l'hospitalité, et une vigilance renforcée des voyageurs envers des hôtes inconnus. Pour ceux qui connaissaient toute l'histoire, elle rappelait qu'il arrive que la justice exige de prendre les choses en main, quel qu'en soit le prix. Les actes de Margaret Carmichael avaient non seulement mis fin à une entreprise meurtrière, mais aussi dévoilé la corruption qui avait permis à ces crimes de prospérer. Les champs de tabac, où 23 victimes reposaient, ne furent jamais cultivés de nouveau. Les habitants affirmaient que la terre demeurait stérile, refusant toute vie, comme si elle rejetait tout après avoir bu tant de morts. L'affaire entraîna aussi des réformes majeures dans la manière dont les autorités traitaient les disparitions et décès suspects dans les zones rurales. La législature de Virginie imposa une meilleure coordination entre comtés et mit en place des mécanismes de contrôle pour empêcher le retour d'une corruption semblable à celle qui avait protégé les Carmichael. Margaret Carmichael démontra qu'à une époque où les femmes avaient peu de droits et encore moins de moyens de trouver justice, l'intelligence et la détermination pouvaient triompher du mal,
lorsqu'elle s'alliait au courage et à une planification rigoureuse. Son histoire rappelle que parfois, les plus improbables peuvent devenir les instruments de la justice, et que le véritable courage consiste à prendre de terribles risques personnels pour prévenir des tragédies plus grandes. La dernière ironie de Riverside Manor fut que l'obsession des frères pour la tenue de registres censée rendre leur entreprise criminelle plus efficace fournit en fin de compte les preuves qui les condamnèrent et révélèrent des tombes qui, sans cela, seraient restées à jamais cachées. Cette affaire nous enseigne que le mal peut se dissimuler derrière des façades de respectabilité et de prestige social, mais aussi que la justice peut surgir des sources les plus inattendues lorsque des gens de bien refusent d'accepter l'injustice et sont prêts à tout risquer pour protéger les innocents.